Cléopâtre, voilà une vraie légende historique antique. On dit qu'elle était aussi belle qu'une déesse, d'une clarté d'esprit étincelante, qu'elle était manipulatrice et qu'elle aurait fait n'importe quoi pour garder le pouvoir, d'une cruauté absolue ou d'une tendresse infinie. Tout dépend du point de vue des historiens et des récits bien sûr historiques que nous possédons à l'heure actuelle. Et je vais vous raconter son histoire et je pense que vous allez être surpris par la vérité. Cléopâtre 7 Philopator, qui aime son père en grec ancien, puis Théa Néotéra Philopatris, déesse nouvelle qui aime sa patrie en grec ancien, est une reine d'Égypte de la dynastie Lagide, née vers 69 et morte vers le 12 août 30 avant Jésus-Christ. Pourquoi cette date exacte? C'est parce que voilà, ça a tellement été romancé au fil des siècles, puisqu'elle s'est suicidée avec un serpent, avec son idylle avec Marc-Antoine qu'on va parler après, et ça a fait tellement de légendes que voilà, cette date est restée ancrée dans les mémoires collectives. Elle règne sur l'Égypte entre 51 et 30 avant Jésus-Christ, avec ses frères époux. Vous voyez un petit peu l'ambiance familiale de l'époque. Donc, avec son frère Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Puis, aux côtés du général romain Marc-Antoine, elle fut aussi la maîtresse du fameux Jules César en personne. Le fruit de leur union donnera le petit Césarion, joli coup politique de la part de Cléopâtre, puis de Marc-Antoine, son lieutenant, avec lequel elle a eu plusieurs enfants. Partie prenante dans la guerre civile opposant Marc-Antoine à Octave, oui, puisque voilà, Marc-Antoine s'était rangé du côté des Égyptiens, puisque les Romains, eux, ils voulaient piquer l'Égypte. À l'époque, l'Égypte n'était pas encore une province romaine, puisque l'Égypte possédait le grenier à blé de Rome. Voilà, il faut le savoir. Et après la guerre des Gaules, après la Gaule, ça aurait été sympa d'avoir l'Égypte. Et c'était la nouvelle conquête à venir. Donc, partie prenante Cléopâtre, de la guerre civile opposant Marc-Antoine à Octave, de son nom par la suite Auguste, qui deviendra le premier empereur romain. Voilà, Jules César était son grand-oncle, donc il l'a fait fils adoptif à titre posthume lors de son testament, voilà quoi, une fois qu'il a été assassiné par une myriade d'anciens amis. Et bien sûr notre fameux Brutus, son soi-disant fils adoptif, de son vrai nom Marcus Junius Brutus. Alors, il faut savoir une chose, contrairement à une idée répandue depuis des siècles et à une rumeur rapportée par Plutarque, Brutus n'a jamais été le fils adoptif de Jules César. L'hypothèse selon laquelle il serait le fils naturel de Jules César, affirmée par Plutarque, est généralement rejetée par les historiens modernes. Malgré cette phrase célèbre que César a prononcée ensanglanté devant son dernier assassin Brutus, « Toi aussi mon fils », cette phrase devenue historique n'aurait pas d'origine de filiation, mais juste une origine d'amitié profonde. Il faut savoir aussi que Brutus a refusé d'assassiner en même temps Marc-Antoine, qui était le lieutenant de César et qui était juste à côté de César. Il lui a épargné la vie. Cléopâtre est vaincue à la bataille d'Actium en moins 31 avant Jésus-Christ. Elle se produit donc, comme son nom l'indique, près d'Actium, sur la côte occidentale de la Grèce, dans le golfe Ambracique, au nord de l'île de Leucade. La bataille met aux prises les forces des deux principaux triumvirats, Octave, également connu plus tard sous le nom d'Auguste, fils adoptif de Jules César, et Marc-Antoine, allié à Cléopâtre. Elle voit la victoire d'Octave et d'Agrippa, qui commandent alors la flotte, et le retrait définitif en Égypte de ses adversaires, marquant la fin des opérations militaires et la dernière guerre civile de la République romaine. Par son ampleur et ses conséquences, la bataille d'Actium est généralement considérée par les historiens comme l'une des plus grandes batailles navales de l'Antiquité. Sa défaite va permettre aux Romains de mener à bien la conquête de l'Égypte, événement qui marquera la fin de l'époque hellénistique. La période hellénistique, c'est assez simple, ça correspond à la conquête d'une partie du bassin oriental de la Méditerranée et de l'Asie par le fameux Alexandre le Grand de 323 avant Jésus-Christ jusqu'à la période romaine de 30 avant Jésus-Christ. Cléopâtre est donc un personnage dont la légende s'est emparée de son vivant même. Sa mort tragique n'a fait qu'ajouter au romanesque qui l'entoure, comme je vous disais tout à l'heure, et on peut dire pour cette raison nuire à une approche objective de celle-ci, qui est, pour les historiens et puis pour pratiquement tout le monde,
la femme la plus célèbre de l'Antiquité. Les origines de Cléopâtre. Cléopâtre est née au cours de l'hiver 69-68 avant Jésus-Christ, probablement à Alexandrie. Elle appartient à la dynastie d'origine macédonienne des Lagides. Alors voilà, c'est très intéressant, très important. On va remettre les choses au clair. Cléopâtre n'était pas égyptienne de sang, loin de là. Elle était d'origine macédonienne. Et la Macédoine, pour faire un petit rappel historique, cela se situe au nord de la Grèce, donc c'était une grecque. Et le problème qu'il y a eu, c'est quand Alexandre le Grand est décédé avec un immense empire en succession, il n'avait pas donné de successeur, donc ces généraux se sont partagés l'immense empire d'Alexandre. Donc il y avait une partie de l'Inde, il y avait bien sûr la Grèce, il y avait l'Égypte, il y avait la Perse, c'était immense. Et Ptolémée, qui était un des généraux d'Alexandre le Grand, a pris l'Égypte. Et Cléopâtre est la descendante directe de Ptolémée. Donc elle était de sang macédonien, donc de sang grec. Et vous verrez que sur les rares bustes qu'on a de Cléopâtre, son physique rappelle tout à fait une grecque ou une romaine, et non pas une égyptienne. Après, personne ne peut prouver que Cléopâtre était d'origine grecque, macédonienne à 100%. On imagine bien qu'après toutes les générations qui séparent le fondateur de la dynastie des Lagides, donc le général Ptolémée et Cléopâtre VII, qu'il y ait eu quelques modifications ou changements dans le sang ou dans les origines. Mais Cléopâtre VII était majoritairement d'origine grecque. Ça, c'est certain. Enfin pour moi, je présume que Cléopâtre était 100% d'origine grecque et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo. Je vais aussi vous parler d'une polémique qui a éclaté en 2007 lors de fouilles archéologiques en 1929 à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. On y a retrouvé le squelette d'une jeune fille. Dans le cadre de la reprise en 1994 des fouilles d'Éphèse par l'Institut archéologique d'Autriche, une équipe d'archéologues dirigée par Ilke Thur, à partir de 2007, reconsidère l'analyse de la tombe et du squelette. Une partie de ces analyses furent faites à partir des archives des fouilles des années 20, une partie du matériel dont le crâne du squelette ayant disparu durant la Seconde Guerre mondiale. Selon cette même équipe, ces analyses confirmeraient l'appartenance de ces restes à Arsinoé IV, la plus jeune sœur de Cléopâtre. En effet, s'il s'agit bien des restes d'une femme de rang aristocratique, qui avait entre 15 et 17 ans lors de son décès, l'âge approximatif d'Arsinoé IV lors de son assassinat entrerait alors en légère contradiction avec sa date de naissance habituellement retenue. Si cette découverte est vraiment avérée, il s'agirait alors des seuls restes de la dynastie des Ptolémées en notre possession. Les chercheurs ont présenté une reconstitution du crâne et ont proposé une possible représentation de son visage. Selon un documentaire de la BBC, les études de l'anthropologue Fabien Kanz montreraient qu'Arsinoé IV avait aussi des origines africaines et non uniquement macédoniennes comme cela l'avait toujours été considéré. Très médiatisés, ces résultats sont toutefois loin d'être scientifiquement certains selon l'historienne spécialiste de l'Antiquité et professeure à Cambridge, Mary Beard. Alors cette polémique est très intéressante, je vais l'aborder par 3 points. Premier point, Arsinoé IV est considéré par les historiens comme la plus jeune sœur ou demi-sœur de Cléopâtre. Ça change tout, puisque nous savons que toutes les deux avaient le même père, Ptolémée XII, mais si elles n'ont pas la même mère, ça change tout, puisque le mystère plane autour de la mère de Cléopâtre, même si pour la majorité des historiens, la mère de Cléopâtre était d'origine macédonienne et donc grecque. Deuxième point, nous ne sommes pas sûrs à 100% que cette tombe correspond à Arsinoé IV, il n'y a aucune preuve dans ce sens. Les seules brives historiques qu'il y aurait, c'est que ça serait situé au même endroit qu'à son exécution et donc son enterrement, que l'âge du squelette correspondrait approximativement à la mort d'Arsinoé IV, et que c'était une tombe royale. Mais il y a beaucoup de descendants royaux enterrés à Éphèse. Et troisième point, c'est qu'on dit que Arsinoé IV avait donc des origines africaines, et que forcément sa sœur, si elle était sa sœur et non pas sa demi-sœur, prouverait que Cléopâtre aurait eu du sang africain. Et le plus extraordinaire dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont réussi, je ne sais pas comment, à modéliser la soi-disant Arsinoé IV alors qu'ils n'ont même pas le crâne en leur possession. Donc excusez-moi, mais pour moi cette théorie n'est pas très solide historiquement et surtout scientifiquement parlant.
En tout cas, cette pauvre Arsinoé IV finit mal puisqu'elle a été menée captive à Rome. Oui, puisque Arsinoé et son frère Ptolémée XIII étaient en guerre contre César et ils finirent par perdre la bataille. Arsinoé IV y figure en ennemi vaincu lors du triomphe de César en -46. Toutefois, les Romains ont pitié d'elle, peut-être du fait de son jeune âge, en dépit des traditions habituelles qui voulaient que les prisonniers des triomphes soient étranglés quand les festivités prenaient fin. Oui, regardez le pauvre Vercingétorix, c'est ce qui s'est passé, il s'est fait étrangler dans son cachot à Rome. César épargne alors la jeune fille et l'exile à Éphèse en Asie mineure, où il lui accorde résidence dans le sanctuaire du temple d'Artémis. Mais César, le protecteur de Cléopâtre, fut assassiné à Rome et la reine d'Égypte se sentit bien seule. La même année, celle-ci fait d'ailleurs probablement empoisonner son frère Ptolémée XIV. Arsinoé, toujours considéré comme une menace pour son pouvoir, Cléopâtre persuade finalement Marc-Antoine d'ordonner sa mise à mort en -41 avant Jésus-Christ. La violation du sanctuaire de l'Artémission scandalise alors profondément le monde romain. Nous avons malheureusement très peu de représentations physiques de Cléopâtre. Voici par exemple une pièce de monnaie frappée à son effigie et une représentation de son profil grâce aux monnaies, mais malheureusement bien souvent les monnaies étaient mal frappées ou décentrées et les traits du visage pouvaient être altérés. Nous avons aussi très peu de statues reconnues de Cléopâtre VII, donc en voici deux, la première et la deuxième avec un nez un peu plus crochu. Et voici maintenant, grâce à la science moderne, une représentation physique du visage en 3D de Cléopâtre. Des deux statues que je viens de vous montrer, ces deux visages représentés pourraient être assez proches de la réalité. Nous avons aussi une fresque romaine représentant Cléopâtre. Est-ce la réalité? Je pense moins. Je pense que les deux statues de Cléopâtre que nous avons en notre possession sont les plus probables possibles. Après les autres représentations, surtout égyptiennes, où elle est habillée et représentée comme jadis les reines d'Égypte, n'ont malheureusement peu d'intérêt pour essayer de voir son vrai visage. Les souverains lagides portent le titre de Basileus, roi, et de pharaon, puisque de son vivant, Alexandre le Grand était considéré comme un dieu par les Égyptiens, puisqu'à l'époque Alexandre le Grand a libéré l'Égypte des Perses, qui étaient des vrais tyrans, puisque les Perses réduisaient en esclavage et forçaient les populations qu'ils avaient conquises à rentrer dans leur armée et à les écraser d'impôts, sans compter les coups de fouet. Les Perses n'étaient pas des rigolos, je vous le dis. Cléopâtre est l'une des trois filles connues du roi Ptolémée XII. Olette est peut-être d'une concubine, puisque Strabon affirme que Ptolémée XII n'a eu qu'un seul enfant légitime. Il faut dire qu'à l'époque, les enfants illégitimes, c'était légion. Bérénice IV, qui a régné de -58 à -55 avant Jésus-Christ. Il est dès lors envisageable que son père, qui se serait engagé dans la polygamie pharaonique, ait eu une deuxième épouse égyptienne entre guillemets, peut-être issue de la classe sacerdotale de Memphis, ce qui expliquerait que certains auteurs romains la surnomment de manière injurieuse l'égyptienne ou la putain de César, on verra plus tard, ou de Marc-Antoine. Mais ceci est une hypothèse, je pense, plus que infondée. Et bien souvent, quand on parle de la dynastie des Lagides et qu'on parle de bâtards, il faut se rendre compte que les bâtards étaient principalement des Macédoniens ou des Grecs. Selon l'historien Maurice Sarthe, l'origine de la mère de Cléopâtre serait très vraisemblablement non pas égyptienne, entre guillemets, mais gréco-macédonienne. Cléopâtre entretient d'ailleurs elle-même le mystère sur ses origines maternelles, laissant planer le doute sur une possible ascendance égyptienne, à des fins politiques et militaires uniquement. Autre remarque très intéressante, Cléopâtre s'est adjointe l'épithète classique chez les Lagides de Philopator, comme je vous l'ai dit bien avant, donc qui aime son père, mais en -36, dans un contexte de renouveau politique, elle s'ajoute l'épithète Philopatrice, qui aime sa patrie. Cette titulature surprend dans une dynastie qui privilégie plutôt les liens dynastiques et du sang, qui aime son père, sa mère, sa sœur, etc., que l'attachement au pays et au peuple qu'elle gouverne. Peut-être faut-il y voir une attention plus marquée, rare chez ses prédécesseurs, si l'on accepte Ptolémée VIII, envers les Égyptiens indigènes. Thèse la plus consensuelle effectivement
les Grecs gouvernaient l'Égypte depuis pas mal de générations, mais il y avait une très grosse ségrégation entre la dynastie grecque et leurs sujets, les Égyptiens. À moins que Philopatrice n'évoque l'origine macédonienne de la dynastie Lagide. Une dernière hypothèse consiste à dire que cette patrie, entre guillemets, n'est autre que Alexandrie, ce qui insisterait sur le fait que Cléopâtre est une métisse, entre guillemets, macédonienne et non pas égyptienne. Ça change tout. En effet, Alexandrie, fondation par Alexandre le Grand, de son vivant, est alors considérée comme extérieure et indépendante de l'Égypte, à laquelle elle n'est réunie que du fait de ses souverains. Donc vous imaginez, à Alexandrie, il n'y avait que des Grecs pratiquement. De cela découle l'expression d'Alexandrie près de l'Égypte, entre guillemets, alors courante et qui marque cette situation. Une bonne partie des souverains lagides considéraient leur sujet égyptien comme une autre civilisation et eux, en tant que Grecs macédoniens, se considéraient supérieurs à eux. Comme jadis, ce que pensaient les généraux d'Alexandre, les hauts dignitaires macédoniens considéraient que les Perses étaient inférieurs à leur civilisation. Mais quand Alexandre le Grand rentra dans Babylone, il fut tellement surpris de la beauté et de l'architecture qu'il changea d'avis assez rapidement. Et autre chose de vraiment passionnant, c'est que Cléopâtre parlait l'égyptien. Ça vous paraît totalement normal quand on est roi ou reine d'un peuple de parler sa langue, mais non, puisque ses anciens prédécesseurs ne parlaient pas l'égyptien. Elle a voulu vraiment s'assimiler à son peuple et ne pas faire planer le doute du grec conquérant il y a des siècles, même si dans la mémoire collective, Alexandre le Grand fut un héros total pour les Égyptiens, bien sûr. Alors certains historiens remettent encore une fois en question ses origines avec une éventuelle bâtardise qui n'est pas certaine. Par exemple, elle ne figure jamais dans les attaques dont la reine sera plus tard l'objet de la part des Romains. Quoi qu'il en soit, à l'époque hellénistique, être un enfant illégitime n'est pas un handicap politique pour accéder au trône. Ptolémée XII étant lui-même, par exemple, un bâtard de Ptolémée IX. Tout ceci est compliqué, mais je vais vous éclairer et on va essayer de se centrer plus sur la reine Cléopâtre. Autre chose aussi à préciser, ils ont plus ou moins, les Grecs, mélangé leurs propres dieux avec ceux des Égyptiens, en changeant juste en fait les noms. La jeunesse de Cléopâtre. Son enfance et ses années d'adolescence sont méconnues. Il est possible d'imaginer qu'elle a dû observer les événements du règne chaotique de son père avec une grande acuité. La désaffection entre la population égyptienne et la dynastie lagide est patente sous le règne de Ptolémée XII. Et c'est pour ça que ça explique ce rapprochement avec le peuple que Cléopâtre a voulu, puisqu'elle sentait que le règne macédonien des Lagides commençait à vaciller fortement. Et en plus, avec la montée des Romains de l'autre côté de la Méditerranée, il fallait la jouer plutôt de façon intelligente. Les causes sont assez nombreuses. Dégénérescence physique et morale des souverains. Donc voilà, vous avez un exemple typique du fait que les Grecs macédoniens ne se mélangeaient qu'entre eux. Voilà encore un exemple assez probant. Centralisation outrancière, corruption et cupidité des administrateurs. La multiplication des révoltes indigènes, donc dans le mot indigène, vous comprenez bien sûr les sujets égyptiens qui étaient considérés encore une fois comme des populations de seconde catégorie, la perte de Chypre et de la Cyrénaïque, la dévaluation de la monnaie grecque, une première depuis Ptolémée Ier, le fondateur de la dynastie des Lagides, dont la valeur en argent passe de 90% à 33%, font de ce règne l'un des plus calamiteux de la dynastie. La puissance de Rome qui intervient militairement pour rétablir Ptolémée XII, en moins 55 renversée par sa fille aînée Bérénice IV, 3 ans plus tôt, est certainement un élément compris et assimilé par la jeune Cléopâtre. Oui, parce que voilà, quand on est allié de Rome, Rome intervient, mais il faut savoir que quand on est allié de Rome, c'est toujours le baiser mortel, puisqu'un jour ou l'autre, vous allez être aspiré par la machine de guerre et politique de Rome. Rétabli par Gabinius, le gouverneur de Syrie. Ptolémée XII se lance dans une série de massacres, de proscriptions et d'assassinats, dont sa propre fille Bérénice, la demi-sœur de Cléopâtre.
Cette politique ne rend pas son autorité à un roi fantoche qui ne se maintient que par la présence romaine, laquelle de plus grève les finances du pays. Les tribulations du règne précédent apprennent ainsi à la future reine à utiliser tous les moyens pour se débarrasser de ses adversaires, ou de ceux qui gênent ses projets, comme son jeune frère Ptolémée XIV en -44 avant Jésus-Christ. Personnalité de Cléopâtre. Il n'est pas facile de cerner la véritable personnalité de Cléopâtre due à ce grand romantisme au fil des siècles qui a déformé la réalité. Mais il est clair que Cléopâtre possédait beaucoup de courage et se révéla suffisamment intelligente pour inquiéter les Romains. Cléopâtre bénéficie apparemment de l'enseignement de précepteurs cultivés. Le philosophe Plutarque insiste sur ses qualités intellectuelles. Cléopâtre était polyglotte. Elle parlait, outre le grec, l'égyptien, une première pour la dynastie d'Élagide, comme je vous l'ai dit plus tôt. Elle parlait aussi l'araméen, la langue de Jésus, pour ceux qui connaissent, l'éthiopien, le mède, l'arabe, sans doute aussi l'hébreu, ainsi que la langue des troglodytes, un peuple vivant au sud de la Libye. Et bien sûr, pour finir, le latin, mais je pense qu'avec César, elle parlait le grec pour le flatter. L'accès au pouvoir de Cléopâtre. Fin 52 à début 51 avant notre ère, Cléopâtre VII, alors âgée d'environ 18 ans, est associée au pouvoir de son père Ptolémée XII. Quelques mois après le testament du roi Ptolémée XII, mort en 51 avant Jésus-Christ, désigne comme successeur Cléopâtre et un frère cadet de celui-ci, Ptolémée XIII, une dizaine d'années environ, à qui elle est nominalement mariée, car selon la coutume ptoléméique, elle ne peut régner seule. Rien ne prouve que Cléopâtre ait voulu exercer la totalité du pouvoir à l'époque. En tout cas, les titulatures de cette période lui accordent toujours la seconde place. Ces 3 premières années de règne sont difficiles du fait des difficultés économiques. Disette des années 50-48 avant Jésus-Christ, crue insuffisante du Nil, et lutte politique entre l'eunuque Potin et le général Achillas qui cherche à opposer le frère et la sœur. À l'automne -49, les relations se dégradent totalement entre les deux souverains. Les causes de cette rupture sont ignorées, mais à partir de cette date, le nom de la reine figure dans les textes officiels avant celui de Ptolémée XIII. En fait, c'est une véritable guerre qui éclate entre les deux monarques, puisqu'à l'été -48, ils se font face à Pélus. Alors que le jeune roi vient d'atteindre sa majorité, Potin et ses amis accusent la reine de complot contre son frère et provoquent un soulèvement des Alexandrins. Si bien que Cléopâtre doit fuir en Syrie, puis à Askelon, au sud de la Judée, où elle se constitue une armée de mercenaires recrutés parmi les tribus arabes. Nous arrivons au fameux Jules César, assassinat de Pompée. C'est alors qu'intervient la puissance romaine, encore une fois. En effet, Pompée, vaincu par Jules César à la bataille de Pharsale, au début du mois de juin 48 avant Jésus-Christ, tente de trouver refuge en Égypte. Pompée a en effet été le protecteur de Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, et de Ptolémée XIII. Donc il se considère comme le tuteur. Il pense qu'il va être protégé là-bas. Douce erreur. Ptolémée XIII et Cléopâtre auraient d'ailleurs aidé Pompée par l'envoi d'une flotte de 60 navires. Mais le jeune roi Ptolémée XIII et ses conseillers jugent sa cause perdue et pensent s'attirer les bonnes grâces du vainqueur en faisant assassiner Pompée. À peine a-t-il posé le pied sur le sol égyptien, près de Pélus, le 28 septembre 48 avant Jésus-Christ, sous les yeux de son entourage. César, qui débarque 2 jours plus tard, est en apparence furieux de ce lâche forfait et n'éprouve pour le pharaon grec que mépris, car ce n'est pas son adversaire qu'on a lâchement frappé dans le dos, mais Rome elle-même. Il fait enterrer la tête de Pompée dans le bosquet de Némésis, en bordure du mur et de l'enceinte d'Alexandrie. Pour autant, la mort de Pompée est une aubaine pour César, qui tente par ailleurs de profiter des querelles dynastiques pour annexer l'Égypte. Pompée est un personnage clé du premier triumvirat. Oui, il faut savoir aussi que Pompée était un adversaire politique de César, mais il était aussi le mari de sa fille unique Julia, et la pauvre Julia est morte en couche. Elle portait donc l'enfant de Pompée, et Pompée l'aimait énormément et s'en est jamais vraiment remis.
La fameuse rencontre de Jules César. Il est difficile de se prononcer clairement sur les raisons qui ont poussé César à s'attarder à Alexandrie. Il y a des raisons forcément politiques. César ayant certainement l'intention d'annexer l'Égypte, mais aussi des raisons plus sentimentales. Bien qu'il évoque les vents contraires pour expliquer pourquoi il a différé son retour, il tente d'abord d'obtenir le remboursement de dettes de Ptolémée XII à contracter auprès d'un banquier romain et qu'il a reprise à son compte. Il juge pour cela indispensable de réconcilier le couple royal et tente de s'y employer à la fin de l'année -48. Les deux souverains sont convoqués au palais royal d'Alexandrie. Ptolémée XIII s'y rend après diverses tergiversations ainsi que Cléopâtre. C'est à ce moment que se déroule, s'il est authentique, l'épisode du tapis dans lequel la reine se serait fait enrouler afin de parvenir auprès de César. Celui-ci tente alors d'imposer le statu quo, c'est-à-dire le retour au testament de Ptolémée XII, ce qu'accepte Cléopâtre mais pas son frère, guère impressionné par les faibles effectifs de César, où on pense qu'il avait une garnison d'environ 7000 hommes. Celui-ci se trouve même prisonnier à Alexandrie à la fin de -48 sans renfort. Seule la noyade de Ptolémée XIII dans le Nil le 15 janvier -47 met fin au conflit. La noyade, on ne sait pas si on l'a aidé. Voilà donc la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment accentué sur les origines de Cléopâtre ainsi que la dynastie des Lagides pour que les choses soient remises vraiment au clair. La deuxième vidéo de Cléopâtre parlera bien sûr de Jules César et de Marc-Antoine et de la fin de Cléopâtre. Merci beaucoup et à très bientôt.